Nous sommes mercredi 5 juin 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Les militaires burundais du D47e et 48e bataillon AMISOM concernés par la relève en cours ne peuvent plus embarquer avec leurs bagages qui dépassent 20 kg alors qu'avant ils avaient le droit de charger jusqu'à 90 kg. Ces militaires accusent le gouvernement d'avoir loué un petit avion pour la relève alors que le montant de location n'a pas changé. Et le Conseil national de la communication au Burundi continue à être instrumentalisé par le pouvoir de Bujumbura en voulant réguler les médias français alors qu'il n'a pas cette vocation. C'est la lecture du président de l'Union burundaise des journalistes UBJ en sigle. L'organisation Comesa s'est engagée à rembourser toutes les dépenses faites par Bujumbura dans la préparation du sommet qui aurait dû se tenir au Burundi l'année passée. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères à la sortie d'une rencontre avec la délégation de cette organisation. C'était mardi. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Grogne au sein des militaires burundais de la MISOM qui sont concernés par la relève depuis le 2 jusqu'au 8 juin 2019. Ces militaires ne peuvent plus embarquer leurs bagages qui dépassent 20 kg alors qu'avant, ils avaient le droit d'embarquer 90 kg. Ces militaires sont contraints de laisser leurs bagages en Somalie. Ces soldats accusent le gouvernement d'avoir loué un petit avion pour la relève alors que le montant de location n'a pas changé, même avant que l'Union africaine prenne cette décision de donner directement cet argent aux pays contributeurs dans la mission. Plus de précisions avec Révérien Bazikam. Les militaires concernés par la relève sont ceux des 47 et 48e bataillons. Les informations à notre disposition affirment que l'avion qui est utilisé dans cette opération a été loué en Afrique du Sud. Il transporte jusqu'à 110 personnes. Depuis le 2 juin, cet avion fait 2 tours par jour entre Mogadiscio et Bujumbura, ce qui fait la relève de 220 militaires par jour. Les militaires des 52 et 53e bataillons qui quittent Bujumbura ne peuvent pas partir avec un bagage de plus de 10 kg chacun et ceux qui sont relevés des 47 et 48e bataillons ont le droit seulement à 20 kg alors qu'avant ils pouvaient transporter jusqu'à 90 kg par bagage. Ils sont donc contraints d'abandonner leurs bagages en Somalie. Certains d'entre eux en vendent le contenu à un prix très bas s'ils trouvent des preneurs. C'est 20 kilos, même l'équipement militaire les dépasse. C'est vraiment triste quand on voit les gens jeter le sucre et le lait qu'ils ont acheté. Certains chanceux ont pu vendre à des prix dérisoires, comme une boîte de lait à $5 alors qu'il s'achète à $14, le sucre à 7 ou 5 $ alors qu'il s'achète à 13 ou 14 $. Au mot, la même chose. Il y a même certains, par colère, qui ont versé par terre leur sucre. Pour le moment, les militaires ne vont plus en congé car l'avion y affecté a été retiré par les Américains. Donc, personne n'a envoyé quelque chose au Burundi, mais les militaires, comme ils rentraient chez eux, ont accepté cette situation comme telle en laissant derrière eux leurs biens achetés en dollars. Ces militaires accusent de manquement le gouvernement burundais de ne pas être reconnaissant vu la noble mission qu'ils viennent d'accomplir en Somalie. Ces militaires craignent que l'argent de location de l'avion ait été utilisé par le gouvernement pour d'autres fins. Cette mesure de donner directement l'argent de location aux pays contributeurs dans la mission pour assurer et même les rotations de l'aide des troupes avait été prise par les Nations Unies après le refus du gouvernement burundais de rapatrier les 600 militaires burundais de la MISOM au mois de février, alors que l'ONU avait déjà loué l'avion pour les faire rentrer. Et le Conseil national de la communication n'a pas vocation à réguler les médias français. C'est la réaction du président de l'Union burundaise des journalistes après l'annonce de mesures imminentes contre la Radio France Internationale pour avoir diffusé un entretien de Marguerite Balangitse. Selon Alexandre Nyungeko, le président du CNC, Nestor Bangomukunzi, qui a fait l'annonce, n'est qu'un instrument du pouvoir. Pour Alexandre Nyungeko, les dites mesures ne feront que restreindre davantage le paysage médiatique à la veille des élections. Ce n'est qu'un prétexte pour s'en prendre à l'une
ou plutôt à l'une des rares médias l'une des rares plutôt radios internationales qui sont encore écoutées au Burundi avec facilité. Parce que, souvenez-vous, je considère cela plutôt que c'est dans la continuité des mesures de restriction qui ont été prises à l'endroit de certains médias internationaux comme la BBC et la Voix de l'Amérique. Donc aujourd'hui, cela, je le mets dans le contexte actuel, le contexte politique qui s'annonce notamment avec les élections qui sont prévues en 2020. Il faut effectivement qu'il y ait un verrouillage total du paysage médiatique pour qu'effectivement le pouvoir puisse tout contrôler en ce qui concerne les informations qui sont données au Burundi. C'est clair que Wang Mukunzi et ses acolytes ne sont qu'un instrument de son pouvoir pour réprimer, pour empêcher effectivement que des voix discordantes puissent s'exprimer. Sinon, il serait inconcevable qu'un responsable d'un organe d'autorégulation puisse proférer des menaces à l'endroit d'un média qui donne la voix à des personnes qui s'expriment, bien évidemment, qui donnent des faits. Et cela, ce que Madame Magui Barangise déclare dans cette émission, ce sont des choses qui sont vérifiables, qui ont été même publiées par beaucoup de rapports, des rapports, que ce soit les rapports de la commission d'enquête internationale, que ce soit les rapports des différentes organisations de la société civile qui font régulièrement un monitoring des violations des droits de l'homme qui sont opérées au grand jour par les agents du service, plutôt les agents du pouvoir de Bujumbura. Pour moi, je pense que Wang Mukunzi n'a pas sa place dans la régulation des médias français. Je pense qu'ils sont suffisamment outillés pour pouvoir effectivement eux-mêmes au sein de la RFI d'opérer une régulation interne et même une régulation au niveau étatique qui est d'ailleurs une référence, et je pense que ce n'est pas vraiment au CNC burundais qui a un instrument de répression et de restriction des libertés qui voudrait être un organe de régulation des médias français. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres conséquences, notamment sur le plan diplomatique, en annonçant ce type de décision imminente? Absolument, absolument, cela a des répercussions énormes sur l'image du Burundi. Et là, je rappelle que on entend chaque fois les autorités burundaises déclarer voilà, ces personnes sont contre le Burundi, ils sont en train de donner une mauvaise image du Burundi. Voilà ceux qui sont en train de donner une mauvaise image du Burundi. Ce sont des gens comme Wang Mukunzi qui se cachent derrière un organe constitutionnel qui devrait jouer ce rôle vraiment de régulateur et qui s'érige aujourd'hui en instrument de répression et de restriction des libertés. Et il est clair, comme je le disais, que cette intention de verrouiller le paysage médiatique burundais n'a pas de bon augure et surtout n'a pas bonne presse auprès des relations diplomatiques et internationales. Insécurité à présent, 3 hommes armés de fusils et de machettes ont été appréhendés par la police burundaise. Ils venaient de voler une dame du nom de Mélanie Ndihurubusa dans la commune Gisuru, c'est dans la province de Ruyigi. Cette femme se rendait au marché en Tanzanie voisin. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, indique que ces voleurs ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'échapper à la police tanzanienne. Samedi, le 1er juin 2019, vers 6 h du matin, il y avait un groupe de bandits armés d'un fusil de type Kalachnikov et des machettes qui a attaqué une dame répondant au nom Ndihurubusa Mélanie de la commune Gisuru, Corinne Nyabitaka. Elle se rendait au marché dans son pays voisin, la Tanzanie. Cette dame a été dépouillée de tous ses biens, y compris même une somme de 206 000 shillings. Et la victime a aussitôt arrêté la police et les forces de sécurité. Du coup, la police nationale du Burundi a poursuivi ce groupe
jusqu'en commune Kinyinya, où il y a eu échange de coups de feu et les 3 de son groupe ont été fusillés et sont morts sur le champ. Il s'agit de Nyandwi Vena, qui était le chef adjoint de la bande, Ndaishimiye Manasseh et Niyonzima Gérard. Au même moment, 3 autres ont été appréhendés, état vivant. Il s'agit de Fagutunga Jackson, Nasolo Jackson et Ntiramheba. Il y a également une autre de ce groupe qui a été arrêtée en Tanzanie, répondant au nom de Habonimana Gérard. Il ne reste que l'extradition pour être remis aux autorités burundaises. Ceci survient au moment où nous observons des bandes qui s'organisent avec des fusils et qui attaquent des ménages, qui volent et qui tuent, jusqu'à même attaquer les forces de l'ordre. On voudrait vous parler au cas de la commune Mhanda, où des policiers ont été tués et les armes ont été emportées par ces criminels. Au cas de Nyabihanga, où le commissaire communal a été tué par ces mêmes criminels. Nous voudrions lancer un avertissement à l'endroit de toute personne ou de tout groupe qui tenterait par n'importe quel mobile de perturber la paix et la sécurité de la population burundaise, que la PNB est bien déterminée à mettre hors état de nuire à tous ces délinquants, à tous ces criminels. L'organisation Comesa s'est engagée à rembourser toutes les dépenses faites par Bujumbura dans la préparation du sommet qui aurait dû se tenir au Burundi l'année dernière. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères Ezekiel Nibigila à la sortie d'une rencontre avec la délégation de cette organisation qui avait été conduite par le secrétaire général du Comesa. Nous venons de recevoir une délégation venant de l'organisation Comesa. Le chef de la délégation était le secrétaire général de la dite organisation. Il était venu pour qu'on puisse échanger sur les relations qui est entre le Burundi et la Comesa. L'injustice infligée à notre pays dernièrement a fait l'objet de notre débat dès l'entrée en fonction du nouveau secrétaire général. Je voudrais vous rassurer que non seulement il reconnaît l'injustice dont a été victime notre pays, mais aussi il s'est engagé de tout faire pour payer les pots cassés. Il y a déjà un pas dans la bonne direction. Même dans notre rencontre, il vient d'annoncer qu'il y a une commission mise en place pour inventorier le manque à gagner à cause du sommet de la Comesa qui aurait eu lieu au Burundi. Certains membres de la commission étaient venus dans cette délégation. La commission va travailler avec nos hommes pour analyser tous les détails afin d'indemniser tous ceux qui ont perdu d'une façon ou d'une autre. Et au terme de cette visite, la secrétaire générale du Comesa, Tcheliche Mpundu Kapoe, a annoncé pas mal de projets dont le Comesa compte réaliser au Burundi. Et parmi ceux-là figure une formation professionnelle pour le renforcement des capacités et équipements à l'endroit du personnel du Bureau international du Comesa au Burundi et la protection des clients et des marchandises. It's important that I come here. C'était une occasion de revoir les projets qui sont en cours de préparation soutenus par la Comesa. J'ai effectué une visite en des endroits où des projets sont en train d'être réalisés. Primo, le bureau international qui a été accordé au Burundi. Nous allons également procéder à l'émission de l'équipement pour ce bureau. Secondo, une formation pour le personnel à renforcement de leurs capacités. Cela pourra contribuer à la sécurité de la clientèle étrangère et les marchandises. Il y aura aussi une formation pour le personnel chargé de la mise en place de ces projets. Voilà les travaux qui sont en cours pour le moment, les travaux soutenus par la Comesa. Tels sont nos projets envers le Burundi, membre de la Comesa. Nous allons beaucoup soutenir le Burundi en matière de développement. On continuera aussi à mener une collaboration étroite pour la mise en place de tous les projets. Nous espérons avoir un changement pour le Burundi et une meilleure récolte au sein de la Comesa.
L'Eid el-Fitr est la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré de Ramadan a eu lieu mardi de cette semaine. Cette fête a été également célébrée par les réfugiés burundais du camp d'Omahama au Rwanda malgré les conditions extrêmement difficiles de l'exil. La charité musulmane exige certains réfugiés de son camp, nous l'explique. Nous avons bien célébré cette fête dans la charité musulmane. Nous sommes dans des conditions extrêmement difficiles, mais nous partageons tout ce qu'on peut avoir. Si j'ai un demi-kilo de riz, je partage avec les autres. Le peu que je peux avoir, je le partage avec mes amis, qu'on partage la croyance en un seul Dieu éternel. Les musulmans le savent d'avance. Chacun doit considérer son prochain comme un membre de son propre corps. Même si nous sommes en exil, il y a toujours cet amour fraternel qui nous caractérise. C'est la charité légendaire pour les adeptes de l'islam. Je partage avec mes frères le peu que j'ai pu avoir. Mais quand même, nous n'avons pas célébré comme on le faisait avant. C'est à cause de mauvaises conditions de vie. Si le bon Dieu pouvait nous sourire, en donnant la paix à notre pays, on pourrait regagner nos familles. Nous avons laissé nos enfants et nos parents. Nous implorons la grâce divine pour qu'on puisse rentrer. Restons à Mahama. Les athlètes du Burundais du camp de Mahama demandent à tous les bienfaiteurs de les appuyer financièrement pour qu'ils puissent participer à la compétition qui aura lieu au 16 de ce mois. Cette compétition se déroulera pendant 2 jours à Kigali et va rassembler les athlètes de tous les districts du Rwanda. Suivez leur entraîneur ici, Léonard Ngendakuri. imyiteguro isa n'igeze ku musozo ubu turi tariki zine kandi twitegurira irushanwa ryo kuri 16 dusa n'abegera. Les préparatifs sont presque à la fin. Nous sommes le 4 alors que la compétition débute le 16 de ce mois. Nous approchons la phase de repos. Nous venons de faire un entraînement pendant une longue période parce qu'on venait de passer presque une année sans avoir participé dans une compétition faute de moyens. En tant qu'un entraîneur ayant 10 ans d'expérience, moi-même, ça me décourage, mais les enfants sont désespérés quand on se prépare pour une compétition et qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour participer. Je ne ménage aucun effort pour inviter les enfants à garder l'espoir que les choses peuvent changer demain et avoir la chance de participer dans de telles compétitions dans l'avenir. Le gouvernement rwandais nous a déjà donné des cartes d'identité biométriques pour réfugiés qui constituent une preuve que nous sommes des réfugiés réellement. C'était d'ailleurs une condition sine qua non pour participer dans ces compétitions. Nous disons merci au gouvernement rwandais. Nous demandons à tous ceux qui sont capables de nous aider à payer les frais d'inscription à cette compétition. On n'en a pas. Chacun doit payer 2 000, ce qui fait 18 000 au total. De plus, nous avons besoin des frais de déplacement. Le trajet de Mahama à Kigali aller-retour coûte 10 000 francs rwandais. L'hébergement à Kigali coûte aussi 10 000. Nous allons y passer des nuitées, du 15 au 17 de ce mois. Nous avons aussi besoin de 2 000 francs pour la restauration. Il y a aussi d'autres charges comme l'eau, les tenues appropriées pour la compétition et les tenues appropriées pour l'entraînement. Le bienfaiteur peut nous aider financièrement ou matériellement. Quittons le Rwanda pour aller en RDC avant de clore cette édition. Le virus Ebola passe le cap de 2000 cas à l'est de la RDC. Selon le dernier bulletin du ministère de la Santé et de l'OMS publié le 2 juin, 2008 personnes ont été infectées par le virus Ebola en République démocratique du Congo. Oxfam tire la sonnette d'alarme devant cette explosion de cas. Pour les responsables de l'ONG, la stratégie actuelle pour lutter contre le virus d'Ebola en RDC ne fonctionne pas. Selon l'organisation, les communautés locales doutent encore de l'existence du virus. On note par ailleurs l'apparition de nouveaux cas dans des zones jusque-là épargnées par la maladie. Jusqu'au 2 juin, sur les 2008 personnes ayant contracté le virus,
1346 sont mortes depuis la déclaration il y a 10 mois de l'épidémie qui sévit dans l'est du pays. Et voilà, c'est sur cette brève que nous mettons un peu final à cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.